Le 24 mars dernier, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fêtait ses 34 ans de vie et on le sait bien, ce parti a bâti son histoire autour de deux principaux concepts, la rigueur et la moralisation. Ce soir, nous essayons de comprendre quelle place occupent réellement ces concepts, mais en se focalisant sur la lutte contre la corruption au Cameroun. Qu'entend-on par lutte contre la corruption au Cameroun? Quels sont les acteurs qui sont concernés par cette lutte contre la corruption? Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain malgré les nombreux appareils qui ont été mis en place par l'État camerounais? Quelles sont les perspectives envisageables donc au Cameroun en ce qui concerne la lutte contre la corruption? Bien évidemment, ce soir, vous l'avez certainement suivi, on a face à face deux universitaires de haut vol. D'un côté, le professeur Mathias Eric Onangini, il est politologue, enseignant des sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, c'est à Soua. Il est également chercheur à la fondation Paul Ango Ela. Et de l'autre côté, nous avons le docteur Hilaire Kanga. Il est acteur important de la société civile au Cameroun. Il est l'un des responsables de l'offre Orange. Il est économiste de formation, je crois bien. Et avec eux, on essaiera donc avec vous qui êtes à la maison, puisque vous aurez également la possibilité de poser des questions, d'intervenir au cours de ce programme. Je rappelle que nous serons ensemble jusqu'à 22h30 ce soir, juste le temps d'une respiration et on sera avec nos deux acteurs. À tout à l'heure. Espoir à Moroni, inquiétude à Yaoundé au sujet de la participation du Cameroun à la CAN 2019. La Fédération des Comores a introduit un recours au tribunal arbitral, du moins une plainte au tribunal arbitral des sports de Lausanne. Le Cameroun sera-t-il présent à la CAN 2019 en Égypte? L'avenir du Cameroun se joue donc en pointillé. On attend la décision du tribunal arbitral des sports. Pour rester collé à l'actualité, rappelons que ce jour, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a nommé un ambassadeur en République du Cameroun, en République française. Il s'agit de M. Alfred Nguini, qui était ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire. Lui-même, il a été remplacé par Mme Assenoukou. On va accueillir nos invités sur le plateau. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Obama, et bonsoir aux téléspectateurs. Ça va? Ça va. Vous êtes en blanc ce soir, comme Douk Saga. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. On va accueillir également Dr Hilaire Kanga, d'abord juriste de formation. Tout à fait. Comment vous allez? Bonsoir. Je vais assez bien, et comme d'habitude, je vais comme le Cameroun. C'est-à-dire, si on a un thermomètre pour apprécier la température du Cameroun, c'est la température que je fais maintenant. Donc ça va. Peut-être un mot de chacun sur l'inquiétude au sujet de la qualification du Cameroun, la disqualification du Cameroun à la CAN 2019. D'abord, professeur Onangini. Attendons simplement de voir comment ça va se Il passer. n'y a pas de quoi s'inquiéter? C'est pas qu'il faille s'inquiéter ou ne pas s'inquiéter. Attendons de voir ce que le TAS va décider. Docteur Hilaire Kanga. Non, pour une fois, je reste ferme là-dessus. Je crois que c'est pour l'honneur que les Comores ont pu réunir la somme. Pour l'honneur? Oui, c'est pour l'honneur parce qu'en fait, ils avaient déjà annoncé qu'ils devaient le faire. S'ils ne le faisaient pas, on pourrait interpréter comme étant une incapacité pour ce pays-là de pouvoir réunir une bagatelle d'à peine 15 millions de francs CFA. Donc du coup, c'est pour l'honneur. Je ne crois pas qu'ils y croient eux-mêmes. Ils n'y croient pas à une issue qui, pour leur, serait favorable et donc défavorable au Cameroun. Donc je crois que je reste sur la position qui est mienne. Il faut penser autrement pour le Cameroun, oublier l'affaire Comores. Merci beaucoup. On parle donc de la lutte contre la corruption. On va essayer d'abord chacun de définir les concepts.
On parlera des acteurs, de l'état, de la lutte, des difficultés et des perspectives en ce qui concerne la lutte contre la corruption au Cameroun. Professeur Dr Hilaire Kamga, puisque vous avez la parole, qu'est-ce que vous entendez par lutte contre la corruption? D'abord, je ne sais pas s'il s'agit de définir la corruption ou la lutte contre la corruption, mais puisqu'on parle de la lutte contre la corruption, il faut peut-être entendre ici cette initiative, pour ce cas du Cameroun, c'est-à-dire cette politique mise en place pour essayer d'endiguer ce phénomène, ce fléau, qui mettait à mal, comme on peut le dire, l'ensemble de l'économie camerounaise. Il s'est agi à un moment donné de s'attaquer à la richesse illicite et à tous ceux qui, par des attitudes répréhensibles, devenaient des prévaricateurs et s'attaquaient à l'économie camerounaise par des voies inacceptables. La corruption met en œuvre, met en scène deux acteurs, le corrupteur et le corrompu, bien entendu, c'est-à-dire celui qui, par des moyens assez illicites, financièrement établis, essaye d'obtenir ce qu'il n'aurait pas pu obtenir sans ces moyens-là. Et donc, celui qui corrompt est tout aussi attaquable que celui qui est corrompu. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la lutte contre la corruption, version camerounaise, il faut dire que l'initiative aurait pu être intéressante. Parce que l'idée de lutter contre la corruption est quelque chose de très très bien. Si on admet que la gabégie qu'on observe dans notre économie crée des situations déplorables pour une bonne partie des citoyens, il est important que le moindre denier public soit sécurisé. Et donc ceux qui se donnent des libertés sur les deniers publics doivent être pourchassés et poursuivis. Vu cet angle, la lutte contre la corruption est quelque chose d'intéressant. M. Biya-Paul en a fait, à un moment donné, officiellement dans les discours publics, son cheval de bataille. Et peut-être il faut aller ici questionner, même d'ailleurs, retrouver les ressorts déjà dans son discours, dans son ouvrage de 1987 pour le bien communautaire, et même dans la conception, le lancement de son parti politique, où la rigueur, la moralisation pouvaient se comprendre la corruption pouvait être sous-entendue dans ces deux concepts. La lutte contre la corruption, j'entends. Mais simplement, et là c'est là où je vais arriver, à l'épreuve, on s'est rendu compte que c'était plus du discours. On parlera de l'état des lieux tout à l'heure, je voulais juste... Non, l'état des lieux, oui, justement, c'est pour dire qu'à la réalité, il y a un discours affirmatif sur la lutte contre la corruption, qui est en déphasage total par rapport à la réalité de la lutte contre la corruption. Un discours chimérique, peut-être, pourrait-on dire. Oui, un discours en inadéquation. Voilà. Professeur Onanguini, c'est quoi la lutte contre la corruption et dans le contexte camerounais, comment est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'il y a une certaine historicité à apporter à ce concept-là? La lutte contre la corruption, c'est une démarche. C'est une démarche qui consiste à lutter contre les abus de pouvoir, parce que la corruption est typiquement un abus de pouvoir. La corruption, c'est l'ombre du pouvoir. Et il faut préciser que la lutte contre la corruption ne saurait pas concerner de manière exclusive les institutions publiques, parce qu'il y a un biais dans un certain nombre de définitions qui sont données, qui font comme si la corruption n'était qu'un phénomène qui concernait l'administration publique. Ce qui n'est pas vrai. Les abus de pouvoir, on peut effectivement les trouver dans les sphères publiques autant que dans les sphères privées. Et il faut être insistant là-dessus. D'ailleurs, au milieu des années 2000, en tout cas dans la première moitié des années 2000, la Convention des Nations Unies de Mérida est venue établir une nouvelle vision universelle de la lutte contre la corruption qui va bien au-delà de ce que le droit pénal classique considérait comme la corruption pour introduire d'autres infractions. Le blanchiment du produit du crime, l'intérêt dans un acte, la concussion et tout ça, ce sont des formes de la corruption. C'est donc la corruption entendue au sens élargi, sens qui est nécessaire si on veut véritablement prendre en charge le problème. Cela dit, la lutte contre la corruption au Cameroun a une histoire qui ne commence pas avec le régime du renouveau. Dès le début des années 60, il y a un certain nombre d'actions judiciaires qui sont menées
contre ce que les institutions considèrent comme des infractions qui relèvent de ce champ-là. Et à la fin des années 1970, le président Amadou Ahidjo est confronté à une montée en puissance de la grande corruption. Et c'est pourquoi au congrès de Bafoussam, il va insister donc sur les termes de rigueur et de moralisation. Malheureusement, il est réélu en 80. 2 ans plus tard, il démissionne. Et c'est le président Paul Biya qui reprend son mandat en tant que successeur constitutionnel, qui va donc approfondir la thématique de la rigueur et de la moralisation. Tout ça pour indiquer que les phénomènes de corruption ont une longue histoire. On peut même remonter à la période coloniale, parce que les abus de pouvoir ont commencé avec les premiers administrateurs allemands qui confondaient l'intérêt privé avec l'intérêt public de ce qui tenait lieu de collectivité publique, qui était le protectorat allemand du Cameroun. Donc la lutte contre la corruption, elle s'est étalée des années 1980 jusqu'aux années 2010, même s'il y a eu différents types d'opérations dans le cadre de cette lutte. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter sur l'histoire contre la corruption? Pour le professeur Onanguini, la lutte contre la corruption n'a pas commencé avec le président Biya. C'est une lutte qui date, qui a démarré avec le président Ahidjo. Non, il serait d'abord essentiellement présomptueux de penser que ça commence avec le président Biya. Moi, je pensais que j'y ai circonscrit par rapport à votre thématique. Ouais. Parce que vous inscrivez ça dans la naissance du renouveau. 24 mars et ainsi de suite et tout, donc nous arrêtons là. Maintenant, s'il faut questionner l'historicité de la corruption ou la lutte contre la corruption, on irait plus loin qu'Ahidjo et ainsi de suite, même si on parle, il a tout à fait raison sur ce plan, au moins de parler même de la période coloniale. Mais simplement, là où j'ai quelques soucis avec le professeur Onanguini, c'est lorsqu'il essaye lorsqu'il régulièrement, avec redondance et avec emphase, essaye de mettre en parallèle la corruption vue sous l'angle des institutions publiques et la corruption privée. Ça semble être très... je pense que c'est pas indiqué. C'est pas faux non plus, il y a la corruption privée. Mais simplement, ça nous sort du débat à la réalité. Ça, c'est le premier élément qu'il faille pointer. Il y a la corruption publique, effectivement, il y a la corruption privée. Et là, il a aussi évoqué la question des conventions de Mérida avec la mise en parenthèse de notre code du droit pénal par rapport à cela. Je suis d'accord avec lui sur l'élargissement du concept dans la convention de Mérida, mais il faut noter quand même que notre droit pénal camerounais, on peut ne pas être d'accord avec, a quand même repris la plupart de ces infractions-là dans le code pénal. Sauf que le Cameroun, justement, de M. Biya-Paul, n'a pas cru devoir s'arrimer internationalement à cette convention. À cette convention. Elles n'ont pas été ratifiées. Donc, le droit pénal nous revient, que ce soit les articles liés à la concussion ou l'intérêt dans un acte et autres, tout ça se retrouve dans le code pénal camerounais aujourd'hui. C'est une réalité. Donc ce que je voudrais pointer, c'est que on ne peut pas mettre au même niveau la corruption étatique ou alors publique, si on peut la dire comme ça, et la corruption privée. Parce qu'ici, ce que je questionne, c'est l'État. Et l'État n'est pas le privé. L'État, on le sait très bien, avec ses 3 grandes composantes, comme on peut le dire, c'est quand même d'abord un gouvernement qui a une autorité qui doit réguler l'ensemble de la société. C'est cette autorité qui organise la manière dont ça se passe. Il faut donc qu'au niveau public, il y ait une certaine rigueur dans la gestion de la corruption pour qu'on questionne le privé. Le privé, la corruption privée, peut avoir une incidence sur le fonctionnement des institutions publiques, mais elle n'aura d'incidence que par rapport à la corruption publique. Parce qu'il faut le dire. Donc pour moi, je ne suis pas là pour questionner la corruption faite par les hommes d'affaires, comme j'ai entendu quelque part, ou par des autres organisations et tout. Je questionne la corruption publique. Est-ce que ça n'est pas lié? Est-ce qu'un homme d'affaires qui vient corrompre un fonctionnaire, est-ce qu'on ne devrait pas globaliser la corruption? Mais il faut que le système, l'ordre gouvernant, qui pilote le système, ait créé des conditions pour que cela soit ainsi. Donc, si l'ordre gouvernant a créé ces conditions, on aura donc la corruption privée qui existe. Parce qu'en fait, si le douanier s'est enrichi, c'est qu'il s'est enrichi sur quelqu'un. Quelqu'un qui aurait dû payer 10 millions de francs dans les caisses de l'État, a cru devoir payer peut-être 5 millions et 2 millions de francs à un douanier.
Mais il faudrait que le cadre global, l'analyse doit être holistique, pour comprendre que le cadre global, s'il est propice à la corruption privée existera. Donc pour moi, je voudrais analyser davantage la corruption publique et donc institutionnelle, parce que j'aime à rappeler que sur la séquence de 87 jusqu'à 2010, je peux m'arrêter à 2010 où j'ai fait des analyses bien précises là-dessus, c'est le système lui-même qui génère la corruption, parce que la corruption nourrit ce système et lui permet de rester. C'est-à-dire que le système, l'ordre gouvernement existant aujourd'hui, doit faire avec la corruption. Il doit institutionnaliser la corruption comme un des leviers de sa pérennisation. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que l'opération Épervier, par exemple, ne peut pas fonctionner à la réalité. Donc, qu'on laisse cela pour aller questionner l'enrichissement de tel homme d'affaires ou de telle autre organisation de la société civile, comme j'ai entendu quelque part, c'est une distraction. C'est la corruption d'État qu'il faut interroger. C'est-à-dire interroger avec le levier fondamental qui est ce que j'appelle ici l'institutionnalisation de la corruption comme déterminant de la pérennisation d'un clan au pouvoir. Bonsoir Ronan Guigny, j'ai l'impression que vos définitions de la corruption ne sont pas les mêmes. C'est vrai que le docteur Hilaire Kamga est d'accord que la corruption privée existe, mais pour lui, ce qui fait plus mal, c'est la corruption publique, ce qu'il a appelé la corruption d'État. Ça, c'est un jugement de valeur. La corruption, c'est la corruption. Qu'elle provienne d'agents publics ou qu'elle provienne d'opérateurs privés, c'est la corruption. Soit on lutte contre la corruption et toutes ses formes, soit on ne lutte pas contre la corruption. Une telle définition est une définition biaisée qui ne permet précisément pas de voir comment justement la corruption peut devenir ancrée parce qu'elle fonctionne dans les relations sociales, indépendamment de savoir s'il s'agit de sphères publiques ou de sphères privées. Si nous voulons discuter sérieusement de la corruption au Cameroun, dans une perspective de promotion de la gouvernance et de l'intégrité, nous devons avoir une définition véritablement systémique et elle nous impose à ce moment donné-là de traiter de toutes les formes d'abus de pouvoir qui sont liées à la corruption entendue dans son sens approfondi et élargi. On ne peut pas, si ce n'est par calcul politique, vouloir cibler seulement la corruption dite d'État. Pourquoi? Parce que si vous prenez, par exemple, les marchés publics, dans les marchés publics, n'est-ce pas qu'il y a des opérateurs privés qui interviennent? Vous pensez que ces opérateurs privés, indépendamment, en tout cas c'est même lié, en rapport avec les institutions publiques qui peuvent fonctionner de manière problématique, ne sont pas des acteurs de la corruption qu'Hilaire Kamga appelle la corruption d'État? Ils le sont. Et justement, moi je dis que pour lutter profondément contre la corruption au Cameroun, on ne peut pas simplement rester à la corruption au niveau de l'administration publique. Il faut lutter contre toutes les formes de corruption. Il faut lutter aussi contre la petite corruption, la corruption intermédiaire, la grande corruption et la très grande corruption, c'est-à-dire la corruption qui est liée aux réseaux internationaux de pouvoir et d'affaires. C'est ça, une lutte systématique contre la corruption. Parce que si vous dites non, on va lutter simplement contre la corruption d'État, il y a une problématique qui montre que ce n'est pas pertinent, qui est la problématique de l'enrichissement sans cause, qui peut concerner des agents publics comme ça peut concerner des opérateurs privés. Pourquoi on devrait être seulement exigeant contre les agents publics, alors que précisément la corruption, c'est aussi un pacte entre des corrupteurs qui viennent très souvent du privé, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la petite corruption routinière. Une petite corruption qui est effectivement présente dans les administrations publiques à tous les niveaux, mais qui est présente aussi dans les espaces privés. Je vous prends des exemples. Vous êtes par exemple une autorité coutumière. Il y a un conflit foncier qui oppose des gens dans votre sphère de commandement. L'un des acteurs du conflit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est évidemment, comme on dit, qui est originaire donc du coin. L'autre, c'est un acteur qui n'a pas beaucoup d'argent. Sur les éléments objectifs, celui qui n'a pas beaucoup d'argent est celui qui a raison. Vous allez corrompre l'autorité coutumière qui décide que c'est celui-là qui a raison et on tranche en sa faveur.
Bon, vous me direz peut-être que les autorités coutumières dans notre système d'administration sont considérées comme des auxiliaires de l'administration, mais la base de leur légitimité est au-delà de l'administration, quoi qu'on puisse dire. Maintenant, ça va dépendre des différents régimes. Donc on ne peut pas prétendre lutter contre la corruption en voulant faire comme si la corruption n'était que la corruption d'État, en faisant comme si l'État était détaché de la dynamique sociale. Un État, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme d'organisation, est toujours en lien avec les dynamiques sociales. Donc c'est une lutte systémique. Quand on parle même de corruption institutionnelle, la corruption institutionnelle ne peut pas concerner que l'État, elle saisit toute la société. Et il faut dire que précisément quand on voit les choses de manière pratique, les sources de cette corruption ne viennent pas que des sphères publiques, elles viennent aussi des sphères privées. Donc si on veut traiter sérieusement du problème, on ne peut pas l'escamoter en voulant s'en tenir à une seule forme des choses. Ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont non explicités. On est peut-être d'accord sur la définition, mais ce sont les acteurs qui posent problème. Je peux même pas. Ce que Mathias Seregonagini vient de dire, nous sommes peut-être d'accord sur le fait que les deux formes de corruption existent, mais on ne saurait les mettre au même niveau. Hein. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les deux n'auraient pas d'implication sur Non, toute pas la du société. tout. Justement parce que si on revient, Mathias, à la notion même de l'État, l'État, comme tu le sais, c'est ces trois composantes avec celui qui va gérer. Nous décidons de donner à la troisième composante, c'est-à-dire l'autorité qui aura l'autorité unique, qu'elle doit être unique, qui aura le pouvoir de pouvoir organiser, de sanctionner et autres. Alors, c'est cette autorité-là que nous questionnons. L'ensemble, les dynamiques sociales vont se mouvoir autour du leitmotiv que doit donner l'autorité principale. L'exemple vient de l'autorité. C'est de ça qui est la question. Parce que on ne peut pas essayer d'exonérer les défaillances de la principale composante de l'État, qui est le gouvernement. Et donc, dans le cas du Cameroun, M. Biya-Paul. On ne peut pas mettre au même niveau l'homme d'affaires qui, trouvant un contexte favorable à la corruption, effectivement, quand il dit favorable, silence. Donc, il faut... J'aime rappeler, par exemple, que l'un de mes premiers adversaires, à un moment donné, dans les années 2000, dans la ville de Yaoundé, était M. Timibouna, qui est là, qui nous écoute. Il y a les gars du gouvernement auprès de la communauté. Voilà. J'ai d'ailleurs écrit tout un ouvrage contre lui pour dire, voilà, il déguerpissait les gens, c'était pas normal, et puis surtout, il y avait des relents tribaux là-dessus et tout ça là. Donc, j'ai fait tout un ouvrage sur lui. Mais seulement, je le prends en exemple pour dire, à la réalité, lorsque l'État décide qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de corruption. Lui, il a décidé, par exemple, dans cette ville, qu'il n'y aura pas, ça c'était lui l'exemple, qu'il n'y aura pas que le parking va être organisé dans la ville de Yaoundé. Il a tracé cette ville, il a mis des petites boutiques où il a mis des gens avec des tabliers. Je ne sais pas comment l'argent se gère avec des Sénégalais, plein de choses. Bon, c'est toute autre chose, ça c'est pas ça qui m'intéresse. Mais simplement, il a quand même dit, celui qui gare mal, c'est 25 000. Qui que vous soyez, vous payez 25 000 si vous garez mal. Les 3, 4, 5 premiers mois ont été des mois témoins. Où il y a eu des anecdotes du genre sa propre épouse ou bien la camarade de son épouse n'ont pas pu payer, ont cru qu'elle pouvait transgresser la règle. Oui, mais dans certains cas, il a lui-même sorti de l'argent pour payer, pour dire, dans tous les cas, personne. Des colonels de notre armée se sont retrouvés face à la situation où leur grade, ou leur pouvoir, leur influence ne pouvait pas impacter sur la décision prise par M. Vouna. Donc je le prends comme exemple, malgré le fait que nous ne sommes pas d'accord. Et un an après, tout le monde a vu que si un étranger arrive dans la ville de Yaoundé, il va dire hey, « Yaoundé, c'est bien, tout le monde garde bien, c'est comme à Paris. » On tourne 3 fois au même point pour chercher un paquet. Mais ça a été le fait d'un système mis en place où tu ne peux pas contourner le système. Où quel que soit ton rang, quelle que soit ta qualité, quand tu montais à la communauté urbaine, on te dit « Paye d'abord et ensuite on verra. » Donc, si l'ordre gouvernant, ceux qui ont le leadership de la gouvernance camerounaise, sont dans l'incapacité de réguler la corruption, il ne peut pas convoquer aujourd'hui le secteur privé comme étant au même niveau. Non, pas du tout. C'est qu'il y a une volonté manifeste d'un système à asseoir la corruption comme un mécanisme de fonctionnement. Et donc, il y a des acteurs qui sont recrutés, que ce soit dans le milieu d'affaires ou dans les milieux social et autres, mais ces acteurs-là ne fonctionnent que parce que l'État central
à travers son ordre gouvernant, à travers M. Biya et ceux qui sont autour de lui, ont voulu que la corruption soit un instrument de pérennisation de leur pouvoir. On ne peut donc pas, pour moi, il n'est pas indiqué de mettre cette corruption au même niveau, la corruption des hommes d'affaires et autres, s'il en existait, au même niveau que la corruption d'État. D'accord. J'ai l'impression qu'on ne peut pas s'entendre sur le... Non, je répète. Les questions de niveau, ça sont des questions d'évaluation morale subjective. Oui. Le problème, c'est la réalité objective. Oui. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous appelez la corruption d'État sans lutter contre la corruption privée. Ce sont des choses qui sont soudées. Non, mais il y a Ce sont des choses qui sont liées. Non, ok, on va y répondre. Les hiérarchies, vous pouvez les établir en fonction de vos intérêts moraux et de vos calculs politiques. Ça, c'est une chose. Mais la réalité est que les deux choses sont foncièrement liées. Et on ne peut pas sérieusement lutter contre la corruption en faisant des impasses. Par exemple, la lutte contre la corruption au Cameroun ne va pas concerner que le secteur public ou le secteur privé. Elle va concerner la société civile. Parce qu'il faut voir si la société civile elle-même fonctionne conformément aux exigences d'intégrité qu'elle demande aux autres. On ne peut pas demander à certains de faire des choses que soi-même on ne fait pas. Comment ces associations et ces ONG fonctionnent? Est-ce qu'elles fonctionnent d'abord en conformité avec leurs propres règles? Est-ce qu'elles fonctionnent en conformité avec les règles des organisations qui les parrainent, par exemple? Ensuite, est-ce qu'elles respectent le droit camerounais? Donc, on ne fait pas d'impasse en la matière. Je suis d'accord que les institutions centrales ont une certaine capacité de rythmer le jeu dans la lutte contre la corruption. Oui, mais on ne peut pas dire, oui, comme les institutions centrales rythment le jeu, tout ce qui relève, est-ce que c'est l'État qui dit aux Camerounais qui a commis une infraction dans le cadre du code routier de sortir un billet avant même que le policier même se soit prononcé de dire, bon voilà, t'as pas, moi je passe. Non. Non. Donc il y a un problème qui est un problème d'intégrité morale. Non. Et cette intégrité morale doit être examinée aux différents niveaux de la réalité. D'accord. La réalité personnelle, la réalité micro-sociale, la réalité méso-sociale, la réalité macro-sociale et même la réalité internationale. Parce qu'un certain nombre de souches de la corruption sont liées au système international. Vous voulez répondre rapidement, on passera à l'état de lieu au Cameroun. Non, bien entendu, parce qu'il y a des sous-entendus qui peuvent... Parce que vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est très bien suivi dans ces émissions. Et là, on ne peut pas se laisser sous-entendre que des organisations privées. Parce qu'il faut noter, Mathias vient d'évoquer les ONG. Bien sûr. Oui, effectivement, je comprends les sous-entendus qui peuvent... Les sous-entendus, lesquels? Je ne sais pas, mais seulement je vous réponds. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire que la gestion d'une entreprise, d'une association privée, une association, c'est une association privée. Donc là-bas, on doit faire des combines, comme c'est privé. Non, mais non, si vous voulez... Bon, ça permettait qu'ils répondent. Si vous voulez banaliser la lutte contre la corruption, alors on s'interrogerait sur comment chacun gère sa famille, à la réalité. Donc c'est d'autres choses. On devrait gérer sa famille Mathias, en dehors des règles. Mathias, une association privée est une association privée. Donc elle peut faire maintenant, elle gère par rapport à ses statuts ce qu'elle fait. Elle n'a pas à impacter, on ne peut pas analyser la corruption sur la base du fonctionnement des associations privées au Cameroun. Donc maintenant, une association privée peut recevoir des deniers publics, encore que la loi camerounaise en interdit la réception des deniers publics. Au nom de quoi on peut se retrouver dans un parallèle à faire entre la gestion d'associations et la corruption au niveau national? Non, je trouve que c'est un parallèle qui ne tient pas lieu. Parce qu'à ce niveau-là, on pourra étendre jusqu'à voir comment est-ce que chacun gère sa famille, à la réalité. Pour dire, est-ce que dans la famille, là, est-ce que celui-là ne corrompt pas sa femme? Est-ce qu'il n'a pas donné? Non, vraiment, essayons de rester au niveau les Camerounais nous attendent. On veut voir comment la corruption... C'est vous qui dites que c'est là où vous attendez. Ok, merci, c'est compris. J'ai compris qu'on ne peut pas s'entendre sur le sujet, sur les acteurs, du moins, comment est-ce qu'on peut définir le cercle d'intervention de la lutte contre la corruption au Cameroun. Le docteur Hilaire Kamga souhaiterait qu'on la circonscrive au niveau du public. Le professeur Onangini souhaite qu'elle soit globale, cette lutte contre la corruption. Parlons de l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun. Le chef de l'État camerounais, après
le rapport de Transparency International a mis en place de nombreuses structures, donc qui visaient à lutter contre la corruption. Au-delà du contrôle supérieur de l'État, il y a la Commission nationale anticorruption, il y a l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, il y a le Programme national de gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on ressent, pour Dr Hilaire Kamga, l'impact de toutes les structures qui ont été mises en place par le chef de l'État pour lutter contre la corruption? Non, justement, le fait même de cette prolifération, cette inflation des structures traduit une volonté de ne pas lutter contre la corruption. Il fallait justement présenter à l'opinion une volonté. Donc ça a davantage une dimension communicationnelle qu'une dimension opérationnelle. Parce que lorsque vous analysez toutes ces structures, il n'y a rien qui travaille véritablement. En dehors peut-être de la commission nationale, de la commission, la CONAC, qui essaie dans ses rapports de pointer un certain nombre de personnes. Encore que c'est des suggestions. Les procureurs ne se saisissent pas automatiquement. Donc, la prolifération des structures de lutte contre la corruption n'est pas un indicateur d'une volonté réelle de lutte contre la corruption. D'ailleurs, dans un ouvrage que j'ai que j'ai publié en 2009, je rappelle qu'à la réalité, c'était la meilleure manière pour le système gouvernant de refuser de lutter contre la corruption. Donc, multiplier ces structures-là, entrer en intelligence avec les organismes qui essayent d'analyser votre façon de lutter contre la corruption, c'est-à-dire Transparency, par exemple, qui avait mis le Cameroun 2 années de suite à des niveaux assez inacceptables pour un État qui se voulait respectable. Alors, il fallait le mettre en intelligence, il fallait se retrouver avec eux, donc ce n'est pas un procès. Mais on a aujourd'hui toutes les structures au Cameroun qui se retrouvent être annulées avec un seul fait, qui traduit l'absence de volonté de lutter contre la corruption. J'aime à rappeler que si M. Biya-Paul avait simplement voulu lutter contre la corruption, il aurait simplement respecté l'article 66 de la Constitution de 1996. Déclaration des biens. La déclaration des biens. Mais il ne l'a pas fait. Et à 4 reprises, il a été il a été candidat et ensuite déclaré élu comme président de la République du Cameroun. Donc, il a violé la Constitution à 4 reprises. On ne peut pas avoir un tel passif et attendre qu'on dise que vous luttez contre la corruption. Puisque vos ministres, ceux que vous nommez, vos plénipotentiaires, vont exactement suivre votre exemple. Est-ce que l'article 66 est en vigueur déjà? Vous savez simplement qu'il y a une loi qui a été... Est-ce qu'il y a eu le décret d'application? Donc, l'inexistence du décret d'application d'une loi de 2004 par rapport à une constitution de 1996 traduit effectivement cette volonté de ne pas lutter. Je voulais juste qu'on tombe d'accord sur le fait qu'il n'a pas violé la loi parce que l'article, il n'y a pas encore eu un décret d'application. Vous pensez que l'un des éléments de l'état de droit, qui structure l'état de droit, c'est justement la hiérarchie des normes. Vous ne pouvez pas avoir une disposition constitutionnelle qui vous fait obligation. Et vous êtes le président de la République et vous prétendez que l'inexistence d'une loi ou d'un décret d'application vous exonère de votre obligation constitutionnelle. Non, monsieur. La Constitution est au-dessus et c'est sur la Constitution que le président jure de respecter la Constitution. Il lui revient dès le lendemain de sa prestation de serment, s'il y a une loi ou un décret à prendre pour appliquer la Constitution qu'il a décidé de respecter, de prendre, puisqu'il a tous les pouvoirs en main pour le faire. Donc on ne peut pas aujourd'hui, on est en 2019, on ne peut pas 23 ans après une Constitution prétendre que l'inexistence d'une loi ou d'un décret vous exonère. Non, ce n'est pas du tout ça. M. Biya n'a pas voulu le faire. Et donc, ces ministres font exactement comme lui. Nous avons démontré qu'à la réalité, ces structures ne peuvent pas permettre de lutter contre la corruption. Monsieur l'ancien ministre de la Communication, qui est aujourd'hui un des ministres de la République, a dit à Mondovision, par exemple, sur ce qu'est la lutte contre la corruption. Issa Chiroma Bakary, c'était dans une émission Mondovision avec trois télévisions au même moment. Il a dit qu'il était le porte-parole et que de ce point de vue, c'est le président de la République qui donnait le là pour la lutte contre la corruption. Donc vous ne pouvez pas être en même temps celui qui décide de qui on arrête, quand est-ce qu'on l'arrête, et prétendre qu'il y a un système en place. Parce que vous avez mis en place la CONAC, les comités dans les ministères et tout ça pour mettre des gens qui vont regarder qui a corrompu. Non, ce n'est pas possible. Parce que, je prends un exemple aujourd'hui, pour finir. Vous pensez que dans les lycées et collèges,
lorsque, par exemple, on installe ce que j'appelle l'impôt à l'éducation, qui n'est pas adopté en novembre, décembre, comme tout. Qui n'existait pas. Qui n'existe pas. Voilà. Mais qui est un impôt à l'éducation. Tout parent, moi je suis un parent, vous êtes un responsable. Donc vous payez cet impôt. Ça s'appelle APE. Entre guillemets. Vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre la corruption, par exemple, et chaque année, accepter qu'on brasse des milliards, on spolie les parents avec un tel impôt sans que vous ne dites rien du tout. Donc, ces différentes structures, tout ça, c'est du pipeau, entre guillemets, pour que les gens comprennent très bien, mais on n'a aucune volonté de lutter contre la corruption au Cameroun. Parce que quoi? Et je suis par là. Parce que la corruption permet d'entretenir le système. D'accord, on l'a compris. Professeur Oulangini, le docteur Hilaire Kamga estime qu'au-delà de tout ce qui a été mis en place par le chef de l'État, des différentes structures, il n'y a pas une réelle volonté de lutter contre la corruption et cela peut se justifier par l'absence du décret d'application de l'article 66 de la Constitution qui devrait permettre à chacun de déclarer ses biens. Non, on ne peut pas évaluer toute la lutte contre la corruption sur la seule base de la non-application de l'article 66. L'article 66, en tant que disposition constitutionnelle, fournit une base intéressante pour essayer précisément d'assurer l'intégrité. Mais il faut voir également comment la disposition constitutionnelle est écrite. Ouais. Elle renvoie à la loi, la mise en place donc de la commission de déclaration des biens et des avoirs. Cela dit, dans un ordre de consolidation de la lutte contre la corruption, l'activation d'une telle disposition est quelque chose d'intéressant. Maintenant, venons-en aux institutions. Les institutions qui existent n'existent pas en fonction de la même logique. La lutte contre la corruption au Cameroun a d'abord été assurée à travers l'existence de services internes de l'État qui faisaient ce qu'on peut appeler de l'audit interne. Inspection générale à la réforme administrative, par exemple, contrôle supérieur de l'État après, à partir du milieu des années 1980. La lutte contre la corruption, elle a été faite également à travers les institutions judiciaires. Maintenant, la Commission nationale anticorruption, en tant qu'organe, est créée dans un contexte particulier. La fin des années 1990 et le début des années 2000. Et le Cameroun est dans un partenariat spécifique avec les institutions financières internationales dans le cadre de l'initiative PPTE. Et d'ailleurs, dans les années 90, il y a un vif débat au sein du régime autour de savoir si ce qui existe comme structure à l'époque, qui est un comité, d'abord un observatoire, puis un comité ad hoc, sera transformé en commission. La Commission nationale anticorruption est d'abord le produit du dialogue, si on peut l'appeler comme ça, entre le Cameroun et les institutions internationales. Maintenant, la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière, elle résulte des évolutions des années 2000, notamment avec la montée du terrorisme transnational et la nécessité de traquer donc ces sources de financement. C'est comme ça donc qu'on va mettre en place au plan international une logique qui va conduire les pays et dans les communautés à créer donc des agences nationales d'investigation financière. Tout ça pour dire qu'on peut effectivement parler d'un certain nombre d'institutions auxquelles il faut justement ajouter aussi la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais ces institutions-là n'ont pas été créées simplement du point de vue de nécessité et de besoins internes. Le vrai problème, s'il y en a, c'est d'établir des instances de coordination entre les différentes institutions pour précisément faire évoluer la lutte contre la corruption. Mais j'insiste, je dis qu'on ne peut pas parler de lutte contre la corruption en circonscrivant la lutte contre la corruption aux agents publics. C'est un biais, et c'est un biais qui entretient l'esprit du faux. Parce que c'est l'esprit du faux qui porte la corruption, dans quelque secteur que ce soit. Soit on combat la corruption et on la combat partout, soit on fait des biais et on entretient la corruption. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté réelle des pouvoirs publics au Cameroun de lutter contre la corruption, selon vous? Est-ce qu'il y a une volonté réelle? Ça dépend de ce que vous entendez par volonté réelle. Moi, je n'apprécie pas les choses en termes absolus, dans une logique qui est un peu une logique simpliste, voire parfois une logique démagogique. Je prends des actes. Je prends des années 80 jusqu'aux années 2010. Qu'est-ce que je vois? Je vois
effectivement, et c'est précisément aussi ce qui peut constituer un biais, qu'il y a eu des actions qui ont essentiellement porté sur les formes publiques de la corruption, en oubliant que la corruption pouvait aussi venir des sphères privées. Dès les années 1980, il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui sont ouvertes dans le cadre d'un certain nombre d'affaires, l'affaire Amakam, l'affaire OCB, et vers la fin des années 80, l'affaire SOCAR, la Société camerounaise de réassurance. Il y a en même temps les logiques qui fonctionnent au niveau du contrôle supérieur de l'État à partir du milieu des années 1980 et qui vont donc fournir les premiers matériaux, disons, de la haute corruption administrative qui seront exploités à partir des années 90 et même un peu plus tard. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien. Il y a des choses qui ont été faites. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, mais on ne fera pas beaucoup de choses seulement en pointant certaines formes de corruption. Il faut traiter le problème de manière systématique. Parce que même la petite corruption, c'est précisément la source de l'installation de l'incivilité généralisée. Hein, les 500 francs, 1000 francs qu'on donne pour obtenir un service, et pas seulement en situation publique. Parce que vous pouvez par exemple avoir un enfant que vous voulez inscrire dans une école, vous allez dans une école privée par exemple confessionnelle, et puis vous glissez quelque chose pour qu'on prenne votre enfant. Est-ce que vous allez dire que là ce n'est pas une forme de corruption? Est-ce que vous allez dire que ce n'est pas dangereux? Toutes les formes de corruption sont problématiques. Parce que précisément l'esprit de désordre généralisé qu'on peut constater chez un certain nombre de nos concitoyens vient de là. Puisque les gens savent que comme c'est la petite corruption, ils ne seront pas inquiétés. Mais cette petite corruption a un effet tout aussi destructeur sur la moralité collective. Parce que ce n'est pas le clivage public-privé qui est important. Ce qui est important, c'est la dynamique collective, mais aussi sa fondation personnelle. Parce que tant que les gens ne font pas un effort sur soi, un effort qui vient de leur fort intérieur, de leur conscience, il va être très difficile de lutter contre la corruption. D'autant plus qu'il y a des conditions structurelles qui exposent notre pays, comme d'autres pays africains, à une corruption renforcée du fait du déclassement international de nos pays, du fait des crises d'ajustement que nous avons connues depuis les années 80. Vous voulez réagir? Bon, je vais réagir sur 2 points précis. Hein. Le premier point, c'est d'abord lié à l'affirmation constitutionnelle tout à l'heure faite par Mathias. Non, je pense que c'est un peu spécieux, de mon point de vue, d'estimer qu'on pourrait exonérer le régime gouvernement. Je n'exonère personne. Oui. Ça, c'est votre langage. Oui, non, j'assume dans mon langage. Donc, c'est un peu spécieux de penser qu'on pourrait le Puisque faire. vous êtes dans une logique d'inquisiteur ciblé. Non. Que certaines formes de corruption intéressent pendant que d'autres ne l'intéressent pas. D'accord, je considère que prétendre que la Constitution avait prévu des choses, une loi qui devrait pouvoir mettre en place une commission. Non. Moi, j'ai appelé ça la désubstantialisation des prévisions constitutionnelles, des provisions constitutionnelles de 1996. Ceux qui avaient l'initiative de la loi, et ce n'est pas une loi qui est venue par le biais d'une proposition de loi, il faut le savoir, on est tous d'accord. M. Biafra lui-même a proposé, par son gouvernement, un projet de loi qui a été adopté. Et cette loi qui désubstantialise, parce que le constituant camerounais n'a mis dans nulle part que la déclaration devait être privée, que la déclaration devait être secrète. Non. Le constituant, dans l'esprit de la constitution camerounaise, l'article 66 dit qu'on déclare les biens. On n'a pas dit qu'on déclare en privé quelque part. C'est important de le rappeler. Et donc, quand après on se rend compte que cette déclaration peut déstabiliser l'ensemble du système qui est bâti sur la corruption, on crée une loi dans laquelle maintenant on enlève toute la substance constitutionnelle de la déclaration de biens. Parce que nulle part dans la constitution du Cameroun, il y a l'opacité dans la déclaration. L'opacité de la déclaration, la création d'une commission devant laquelle on va déclarer, et devant laquelle, et qui fait obligation aux membres de la commission de ne jamais publier ce qui a été déclaré. Donc vous, les journalistes, vous ne pouvez pas avoir accès à l'information. Ça, c'est ce que j'appelle la désubstantialisation de la Constitution, puisque ce n'est pas prévu à l'intérieur de la Constitution. Le Constitution voulait que
quand tu prends une fonction publique, tu déclares ce que tu as comme bien et les Camerounais doivent le savoir. C'est ça la Constitution. Et à la fin de ta fonction, tu déclares ce que tu as eu et on voit la différence. Ça, c'est écrit dans l'article 66. L'article 66 n'a écrit nulle part Voilà. l'opacité. Ce n'est pas écrit. Non, là, non. Je serais d'accord, mais il il faut n'est pas non plus écrit ce que vous dites. d'accord sur l'esprit du constituant. Vous interprétez l'esprit à partir de quoi? Pour ça, Mathias, permettez, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, allez-y. Le constituant camerounais n'a nulle part prévu l'opacité de la déclaration. Elle intervient dans la loi qui a été adoptée. Est-ce qu'il a défini les modalités? Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui vouloir valider une loi de désubstantiation de la Constitution, monsieur Onangini. C'est pas possible. Il a dit qu'on déclare. La déclaration, c'est une déclaration, les gens doivent connaître. Quel esprit? La Constitution vient de quoi? La Constitution de 96, vous le savez très bien comme moi, c'est un consensus politique, né depuis 1991, vous le savez très bien. Donc, les gens qui écrivent la Constitution à ce moment-là pensent que pour mettre de l'ordre dans la gestion des fonds publics, il faut qu'on puisse faire la différence entre ce que tu as pendant que tu prends une fonction publique, de gestionnaire de fonds ou une fonction élective, entre ce que tu as et la fin de ta fonction. C'est ça l'esprit, monsieur. Maintenant, la loi vient créer une histoire d'opacité, de commission devant laquelle on doit déclarer et que ça doit rester confidentiel. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le contraire. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, vous aurez votre argument à vous, Mathias. Maintenant, on revient sur l'élément central dans lequel parce qu'on revient toujours sur l'affaire de public-privé. Non, je ne veux pas qu'on... C'est pas la même chose. Les Camerounais... Le problème n'est pas de dire que ce soit la même chose. Le problème est de dire qu'on lutte contre la corruption de manière systématique. La lutte systématique contre la corruption n'exonère pas. Quand on dit que M. Biya a été élu, ça veut dire qu'il met en place la mécanique de gestion de l'État. Qui l'a exonéré? Non, on ne peut donc pas dire que s'il est incapable de lutter contre la corruption, parce que la lutte contre la corruption doit se penser au sommet. Quand j'ai cité l'affaire Timievouda tout à l'heure, c'était pour montrer l'exemple que quelqu'un dans une ville peut décider que voilà comment ça fonctionne et ça ne fonctionne plus autrement que ça. Non, monsieur, parce qu'on ne peut pas... C'est un exemple factice. Non, je suis désolé, on ne peut pas postuler que les Camerounais sont, par définition, dans l'immoralité congénitale. Non, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas de cette manière penser que la corruption ou toutes les autres formes... Non, laissons l'État et qu'on analyse ce que l'État a fait pour empêcher qu'il y ait la corruption. Cet État, c'est cet État-là qui, dans le cadre, par exemple, de la budgétisation annuelle, prévoit qu'on aura un tiers du budget public destiné à la prévarication à la corruption. C'est destiné? Mais c'est ça qui est dedans. Mais lisez la Mercuriale. Moi, j'assume ce que je dis. La Mercuriale vous donne l'échelle pour payer, par exemple, un ordinateur. Ça coûte combien l'ordinateur dans la Mercuriale? Demandez, on nous écoute là maintenant. Si l'ordinateur que je paye sans publicité, quelque part là-bas vers le marché central de Yaoundé à 500 000 francs, doit passer dans un marché public à 2 millions de francs, ça te donne l'échelle de la prévarication. C'est ce qui est prévu pour être détourné. Et chaque année, on l'adopte comme ça. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre, par exemple, un mec, je l'ai rappelé l'autre jour, qui peut venir se pavaner devant la télévision et vous dire, le sac de ciment, je l'achète à 17 000, comme ça, et que vraiment les Camerounais ne comprennent pas, ils sont tous des idiots, parce qu'à l'arrêté, le marché public, c'est fait pour redistribuer les fonds. Justement, c'est lui qui a bien compris, il avait totalement raison. Parce que dans leur conception d'un système adossé sur la prévarication, il faut qu'on utilise le budget national pour créer les poches de corruption et de détournement, qui vont permettre maintenant d'entretenir comment on appelle ça, cette cour de personnes qui vont chanter les louanges, je ne sais pas de qui encore, et ceux qui vont aller dans les différents villages dire qu'ils ont été nommés par tel et tel. Parce qu'il faut qu'ils trouvent l'argent de quelque part. Et c'est dans le budget de la République. Nous créons dans le budget un besoin. On dit on a besoin de 5 400 milliards ou 5 000 milliards. Mais simplement, la réalité des coûts de ce dont on a besoin sur le marché, c'est d'environ 3 000 milliards. Et donc les 2 000 milliards supplémentaires qui sont sur la surfacturation institutionnalisée parce que c'est voté dans une loi finance, ça est destiné à la corruption. On ne peut donc pas exonérer l'État qui pense comme ça et qui structure son fonctionnement de cette manière en disant il faut aller regarder la corruption privée, comment gérer les associations privées. Non, je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner. D'accord, on va écouter votre réponse à la question, après on va évoluer sur les... Vous venez encore une fois de faire la preuve que les choses sont systématiques, monsieur Kamta. D'accord. Qui bénéficie de cette mercuriale? Ce sont bien des gens qui sont dans la sphère privée. Mais qui donne le marché? Non, le problème n'est pas de qui donne le marché? Je suis d'accord, mais ça montre le lien
Mais je suis Ça d'accord. montre le lien. Mais ce lien, structure du haut. ce lien, Permettez, ce allez-y. lien, Oui. il existe d'ailleurs dans d'autres circuits. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas combattre la corruption en pointant seulement les acteurs publics. Il faut combattre toutes les formes de corruption. Et j'y reviendrai de manière essentielle. Ça, c'est d'un. Je reviens sur l'affaire de déclaration. Ce que j'ai dit est très très clair. J'ai dit la disposition constitutionnelle renvoie à la loi. Oui. Vous avez parlé d'esprit. Oui. Là, vous êtes dans l'interprétation. Oui. Maintenant, vous posez un problème de méthodologie. Si on veut être dans la méthodologie de l'interprétation juridique, il y a différentes postures. Oui, bien sûr. Il y a une posture qui est purement spéculative, mais il y a une autre posture qui est pratique. C'est pour ça que je vous disais, vous parlez d'esprit des lois. Oui. Est-ce que vous avez eu accès aux travaux préparatoires pour savoir effectivement si c'était le sens? Maintenant, je vous ai dit que mettre en œuvre l'article 66, ce serait un élément de consolidation de la lutte contre la corruption, ce qui signifie que je ne suis pas contre, puisque je l'ai toujours dit, je ne suis pas contre la mise en œuvre de l'article 66. C'est tant mieux. Ce que je dis, c'est que de manière fondamentale, les Camerounais doivent savoir que si on veut combattre la corruption, on la combat de manière systématique. C'est la seule chance pour que la lutte soit forte. Et on la combat à tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permet de développer l'esprit d'intégrité dont on a besoin pour réguler la corruption. Mais vous ne pouvez pas combattre les formes de corruption qui vous arrangent parce que ça vous permet de contester le gouvernement, alors qu'il y a d'autres formes de corruption qui sont tout aussi problématiques pour la société que vous ne combattez pas. Non, c'est holistique. Parce que mais c'est ce que je dis précisément, que c'est holistique. Oui, quand je parle de systématique depuis, je dis que c'est holistique. Je prends. Et donc, il faut prendre le leadership du système. C'est trop facile. Ce leadership du système. Non, c'est pas trop facile. On est leader à tous les niveaux. Sinon, vous avez une conception purement monarchique du pouvoir. Oui, c'est une possibilité. Il y a la responsabilité individuelle. On va rester facile. Merci beaucoup. Exonérer les citoyens de leur conduite. C'est M. Lekamba qui a la parole. Allez-y. Non, je voulais simplement rappeler que dans un pays qui est aujourd'hui cité en exemple et où je peux me permettre d'en connaître un peu, parce que je suis quand même citoyen là-bas aussi. Citoyen d'un autre pays? Oui, bien sûr, je suis citoyen d'un autre pays. Pourquoi c'est important? Vous avez la double nationalité alors? Vous voulez déjà un scoop pour votre émission? Non, mais vous avez dit que vous avez une autre nationalité. Parlons de corruption. Lorsque dans un certain pays très très accepté, les gens savent que quand de leur immeuble, tu lances un bout de papier. Quel pays? Et qui tombe pas. Je prends le cas des États-Unis par exemple. Prenons le cas des États-Unis. Donc vous êtes citoyen alors? Mathias, on n'est pas là pour parler de citoyenneté. On est là pour c'est pas moi qui dis. On n'est pas là pour parler de corruption. Alors, lorsque la sanction vous est donnée, parce que vous avez lancé un truc dans le jardin de quelqu'un, un papier dans le jardin de quelqu'un, vous savez que c'était $200 qu'il faut payer selon l'État. Le lendemain, personne. Chacun protège sa terrasse à l'immeuble. Parce qu'il ne faut pas que son papier tombe sur le jardin de l'autre. Donc, quand au niveau du sommet, la règle est installée et qu'il n'y a pas de possibilité de contourner la règle, la morale s'installe par obligation. La morale s'installe. Donc, mais si on crée une dynamique de tolérance, parce que justement le système se nourrit de ça, parce qu'en fait, de quoi qu'il est question, je finis par là. Vous ne pouvez pas de manière logique, c'est pour les gens qui nous regardent à Kodengui, ils se posent toujours la même question. Parce qu'ils se disent, mais attends, pourquoi moi? Parce que c'est tout le système, tous ceux qui touchent à l'argent public, pour la plupart, qui se retrouvent dans ces situations-là. Parce que le système crée des conditions pour que même celui qui ne devait pas être corrompu se retrouve être corrompu. À la réalité. N'est-ce pas? Et donc, arrêter quelques-uns, comme on le voit aujourd'hui, ne peut pas être la solution. Donc, il faut que la responsabilité de l'État ne soit pas diluée dans la responsabilité de l'individu ou du privé. C'est l'État qui structure, organise et met en œuvre à travers les différents mécanismes. Nous avons les différents pouvoirs. L'État, le pouvoir législatif édicte des lois, on doit les... Et que l'État, le pouvoir exécutif, les exécute sans tenir compte du statut. Parce que tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui avait un porte-monnaie. Mais il y a un autre qui n'a pas un porte-monnaie, mais qui a un carnet d'adresse. Il sait que je peux appeler tel, et puis bon, voilà, il a la solution à son problème. Donc, si la société est structurée de manière à ce que ce soit votre porte-monnaie ou votre carnet d'adresse,
cela n'est pas important par rapport à une règle qui est établie, alors à ce moment-là, ça va fonctionner. On n'a pas à questionner la corruption privée ou ce policier de la route. Non, c'est pas de ça qu'il est question. D'accord, on va essayer d'évoluer, prof. C'est pas de ça qu'il est question. Je ne peux pas accepter ce que M. Kanga dit. Ça veut dire que vous ne luttez pas contre la corruption. Oui, mais attends, justement, le système... on lutte contre la corruption ou on ne lutte pas. On sait qui, là? C'est le système qui est en place qui doit Non, organiser. Le système, c'est qui? Mais c'est l'ordre gouvernant, monsieur. Il a dit qu'il est élu, c'est lui, monsieur. C'est lui, c'est l'État du Cameroun. S'il vous plaît, c'est l'État du Cameroun. Docteur, et l'État reste au gouvernement aujourd'hui. Docteur, permettez. L'État du Cameroun, en tant que collectivité, n'est pas que l'appareil administratif. C'est pour ça que le sens de la communauté nationale, c'est aussi d'être une communauté de citoyens. Bien sûr. C'est pas seulement un appareil Bien institutionnel. Ça veut dire donc, laissez-moi parler, ça veut donc dire que l'État, il a un ancrage sociétal. Ça, c'est maintenant, venant aux États-Unis, vous présentez les États-Unis comme si c'était le paradis. Je suis désolé pour que c'est paradis. Vous avez tout à l'heure indiqué, en l'interprétant dans le sens d'une corruption qui est institutionnalisée, l'idée qu'il y aurait dans le budget des poches de corruption qui sont créées. Tout à fait. Mais aux États-Unis, si on procède dans la même logique qu'aux États-Unis, le système du lobbying, c'est quoi? Le système de quoi? Le système du lobbying, c'est quoi? Ouais, mais attends, c'est pas la corruption généralisée. Oui, bien sûr. Mais c'est une profession, le lobbying, monsieur. Quand des entreprises... Oui, c'est une profession. Bien sûr, c'est une profession. S'il vous plaît. C'est un cabinet de lobbying et de communication. Bien sûr que c'est une profession. Permettez, prof. Je souhaite qu'il nous reste encore 30 minutes à passer ensemble. Oui, on finit sur ce point. J'ai la parole, prof. Vous permettez? Voilà. On s'écoute. Quand quelqu'un a la parole, on l'écoute. Ça permet que l'écoute soit également agréable. Vous ne me laissez même pas parler, docteur Ilaï Kamga. Professeur, vous avez la parole. Je dis. Voilà, allez-y. Qu'une entreprise aille voir un parlementaire pour lui dire « Moi, je suis une marque de cigarettes. Si vous soutenez ma position et vous la traduisez dans les lois, je vous donne de l'argent. » C'est la corruption institutionnalisée. Je suis désolé pour vous. C'est bon, vous avez, voilà. On va essayer, on va avancer, on va pas s'entendre là si on reste là sur la question. Je souhaitais que chacun dise un mot sur l'opération Épervier. Vous disiez tout à l'heure que la lutte contre la corruption au Cameroun, il n'y a pas une réelle volonté politique, du moins des institutions, du chef de l'État, du gouvernement. Mais comment vous situez, à quel niveau situez-vous l'opération Épervier? Est-ce qu'elle ne résulte pas de la volonté du chef de l'État d'assainir la gouvernance au Cameroun? J'ai une position qui est connue, hein, puisque je l'ai traduit dans un ouvrage. Il n'y a pas une volonté de lutte contre la corruption. Et l'opération Épervier n'a pas autre but que d'essayer, par quelques coups d'éclat, arrêter quelques personnes qui sont en indicatesse avec la loi par rapport à la gestion des deniers publics. Quelques-uns parmi cette marée de prévaricateurs connus. Parce que tout le système est englué là-dedans. Donc, pour nous, il n'y a pas de volonté. J'étais sur votre plateau, je rappelle, c'est 2 exemples. Il y a 5 ans, vous m'avez invité sur votre plateau, j'évoquais un des cas de figure, un cas des faits qui étaient là sur un monsieur qui était au gouvernement encore. Et comme un bon professionnel, vous n'avez pas voulu qu'on en parle de manière directe parce que j'avais pas... c'était normal. On n'avait pas de preuves. Voilà, c'était pas... En fait, les preuves que nous mettions sur la table n'étaient pas des preuves qui avaient l'onction judiciaire nécessaire. Mais simplement, c'est le cas Mbego. Il y a 7 ans que nous avions les éléments. Il y a 7 ans que Jules Koumkoum nous avait remis ces éléments-là. Tout un dossier. C'est comme ça tous les cas qu'on a au Cameroun. Vous avez des situations sur un autre qui était apporté l'argent dans le Sambanjo. Pour nous citer que ces exemples-là, et qui est nommé ambassadeur aujourd'hui. On va attendre dans 5 ans ou 7 ans pour l'arrêter aussi, pour dire qu'il est corrompu. Non, pour dire qu'à la réalité, vous ne pouvez pas avoir dans un pays des quartiers comme ce qu'on a ici à Oudja, des quartiers spéciaux qu'on a, des douaniers, avec des maisons qui ont des 400-500 millions de francs appartenant aux fonctionnaires. Vous ne pouvez pas avoir des quartiers comme Golf, dans lequel plus de 50% sont des maisons de fonctionnaires, en poste pour la retraite. Il faut des preuves pour cela, donc on va pas... je cite M. Biya, peut-être nous regarde, vous avez peut-être des très bons gens qui regardent. Mais vous savez que quand M. Nis Makwat disait à M. Biya Paul, à l'époque,
à l'inauguration de l'ambassade des États-Unis, à la rue Rosa Parks. Il dit, qui sont mes voisins, mes si riches voisins? Mais on avait des éléments qui montraient qui étaient les voisins et les si riches voisins pour avoir ces maisons-là. Donc vous ne pouvez pas avoir, sans ma citer, qui sont des fonctionnaires. À 5 000 ou 50 000, vous n'avez pas la possibilité de vous retrouver des maisons de 400 millions de francs. Donc vous ne pouvez pas avoir des gens qui se pavanent comme ça, devant vous, à côté du palais de l'Unité, des quartiers comme Kuwait City, avec tout ce que vous avez comme fonctionnaire là. Vous ne pouvez pas avoir tout ça. Et quand vous avez quelques individus, vous estimez que vous luttez contre la corruption. Donc vous prenez quelques personnes qui, pour des raisons précises, ne vous intéressent pas ou peut-être vous s'intéressent à votre position de pouvoir, vous les arrêtez pour montrer que vous êtes en train de lutter contre la corruption. Parce que la corruption, pour beaucoup de magistrats qui vont eux-mêmes engager l'instruction, pour beaucoup, parce qu'on a un très bon magistrat au Cameroun, mais il y en a beaucoup que si vous commencez l'enquête sur eux le matin, avant 18 h, eux aussi ils vont à Kolengui. Celui qui va donner maintenant, il y en a beaucoup, je dis bien qu'il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Mais non, celui à qui on va donner l'ordre d'aller exécuter, hein, ce commissaire principal, divisionnaire ou autre, il y en a beaucoup, il y en a des très meilleurs dont j'ai participé à la formation de certains, des vrais droits de l'hommiste, mais il y en a d'autres que si vous commencez l'enquête ce matin, à 18 h, il est en prison. Ils sont beaucoup. Donc du coup, c'est le système de manière globale. Vous ne pouvez pas lutter comme ça contre un système que vous avez vous-même mis en place et que vous engraissez par vous-même, et qu'il y a tellement de conflits d'intérêts. On utilise les choses, donc ce n'est pas possible. L'opération Épervier est une opération qui est quasi politique. Lutte contre la corruption ou alors opération politique selon vous? Quasi politique. C'est une opération de lutte contre la corruption qui peut toujours avoir des effets politiques, précisément parce qu'on ne peut pas combattre la corruption seulement en combattant la haute corruption. Il faut combattre toutes les formes de corruption. Un homme d'affaires malhonnête qui ne paye pas ses impôts, qui fraude les douanes, n'est pas moins critiquable qu'un douanier qui fait des transactions avec cet homme d'affaires pour se mettre de l'argent dans les poches au détriment de l'État. Et celui qui fait la petite corruption n'est pas moins problématique. C'est parce qu'il n'a pas la possibilité d'arriver dans les grandes choses. S'il arrivait dans les grandes choses, il ferait comme les autres. Voilà pourquoi je dis que si nous voulons vraiment lutter contre la corruption, nous devons lutter contre la corruption à tous les niveaux. L'opération Épervier pose des problèmes précisément parce qu'il faut utiliser d'autres instruments que les instruments de répression. Il faut utiliser des instruments de régulation. Sanctionner, pénaliser, c'est bien. Mais il est important précisément de réguler, de sensibiliser. Voilà l'importance de l'article 66. Donc, moi je dis, l'opération Épervier fait une partie du travail, mais elle ne peut pas faire tout le travail, parce que tout le travail ne concerne pas que la corruption des hauts fonctionnaires, des personnalités qui ont un certain standing politico-administratif. Encore que ici, justement, si on va dans la logique de l'éthique publique, parce qu'il ne faut pas que M. Kamga fasse croire qu'on ne veut pas défendre l'éthique publique, si on examinait profondément la gestion des magistrats municipaux, quelles que soient les tendances politiques, il y aurait un certain nombre de choses à questionner. C'est ça la vraie lutte contre la corruption. On ne cible pas en fonction d'intérêts mafieux, en fonction d'intérêts sectaires, en fonction d'intérêts partisans. Contre quelle forme de corruption il faut lutter? On lutte contre toutes les formes de corruption. Ce qui ne signifie pas que ces formes de corruption s'équivalent. Mais c'est l'ensemble de systèmes, quelles formes, qui sont un problème pour la collectivité. Chacun va répondre à cette question. Quelles sont les difficultés auxquelles fait face la corruption, la lutte contre la corruption au Cameroun? D'abord vous. Les difficultés que l'on rencontre sur le terrain. Oui, les difficultés qu'on rencontre, c'est d'abord que l'appareil judiciaire a de grosses difficultés pour traiter certains dossiers. Parce que la logique de son organisation et de son orientation n'a pas préparé à y intégrer des gens qui ont une certaine compétence, notamment pour décoder les systèmes que les gens peuvent construire, les systèmes financiers d'écran que les gens peuvent construire quand ils sont dans une logique de corruption. Ça, c'est un problème. Il y a un problème de déploiement.
Et il y a le problème que les procédures, quand elles sont concentrées dans certaines institutions, créent une espèce d'embouteillage. Et ça fait que les magistrats sont subjugués. C'est-à-dire qu'ils ont trop de travail parce qu'on veut faire régler tout le problème par certaines institutions. Ça, c'est une des difficultés. Mais l'une des difficultés de base, c'est l'esprit civique. C'est l'esprit civique, au-delà du fait qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit agent du privé, qu'on soit petit agriculteur, c'est le rapport que nous avons à l'intérêt général et à l'intégrité. Tant que ce rapport-là n'est pas traité de manière fondamentale, c'est-à-dire que tant que nous ne nous autodisciplinons pas, ça va être très difficile de lutter contre la corruption si elle est devenue un océan. Vous pouvez enlever de l'eau de l'océan, mais il y aura toujours de l'eau. Voilà pourquoi il faut lutter contre toutes les formes, et la petite corruption est aussi une forme de corruption. Quelles sont les difficultés que la lutte contre la corruption rencontre sur le terrain, Dr. Edek Kamga? Non, la lutte contre la corruption rencontre beaucoup de problèmes, puisqu'à la réalité, comme je l'ai dit, si sur le plan conceptuel, l'essence même de la lutte contre la corruption était elle-même faussée, c'est-à-dire que si dans sa nature il y avait des choses, des petits problèmes, vous ne pouvez pas maintenant apprécier les problèmes auxquels ils ont. D'abord parce que, ça a été bien dit, si l'ordre gouvernant, le système gouvernant, et donc le gouvernement, cette troisième composante de l'État, qui doit pouvoir donner le là, organiser, réguler, si elle-même ne prêche pas par l'exemple, elle ne peut pas prendre donc des mesures qui soient de nature à endiguer véritablement la corruption. Donc il y a un problème de la nature même, de la nature même du pouvoir. La nature du pouvoir central. Le deuxième problème, c'est le problème c'est celui d'une volonté vicieuse, comme je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire ce paradigme entre l'aspect communicationnel et l'aspect opérationnel. On veut faire plus de spectacle que vraiment lutter contre la corruption. Et donc, parce qu'en fait, la réalité, c'est laquelle? La réalité, c'est que lorsque tout le monde sait que sur la route, par exemple, il y a une corruption de 500 francs, 1000 francs pour passer, mais il n'y a pas de sanction, il n'y a pas une mécanique de sanction qui permette d'endiguer, parce que lui parle de la petite corruption, je suis d'accord avec lui qu'il y a une petite corruption qui existe. Mon seul problème, c'est que ce n'est pas au même niveau que l'autre corruption. Oui, mais c'est dangereux. Oui, ça peut être dangereux. C'est très dangereux même. Mais, parce que c'est ça qui installe l'esprit d'incivilité. Non, il n'y a pas d'incivisme. Non, l'esprit d'incivisme est installé par un pouvoir qui se structure autour de l'incivisme. Non, Mathias, tu me laisses parler. Laisse-moi, monsieur Onangini, que je parle. Si l'ordre gouvernant, le gouvernement en place, se complaît avec le fonctionnement biaisé du système, c'est-à-dire en laissant la corruption se déployer, puisque on ne peut pas arrêter le petit quand on est en train de détourner en haut à la réalité. Donc si on laisse le petit corrupteur, c'est parce qu'en haut, on a la grande corruption qui est en train de se faire. Donc c'est celui qui a la manette du commandement de l'État qui doit pouvoir réguler cela. On ne peut pas l'exonérer. Donc, c'est le deuxième problème de la corruption au Cameroun. Le troisième problème, justement, l'absence de séparation de pouvoir. On est dans une pseudo-démocratie, une démocrature. Et le problème, le souci à vouloir garder les magistrats dans ce fonctionnement approximatif où ils sont, participe à la structuration, de la pérennisation de la corruption. Et il a bien dit. Vous avez aujourd'hui, dans un tribunal comme Fou, par exemple, dans un tribunal comme Fou, on a créé des tribunaux là, il y a une seule salle d'audience. C'est là où on va passer le correctionnel, tout ça, ça se passe là. Et donc, les mêmes magistrats ont 50, 100 dossiers. Donc, du coup, finalement, même sans le vouloir, ils se retrouvent en train d'accepter d'être corrompus parce qu'il faut qu'un dossier passe avant l'autre, il ne faut pas qu'il renvoie. Donc, c'est pas trop facile. Aux accusations gratuites, vous avez parlé d'un tribunal spécifique. Non, je voulais dire... C'est un exemple, c'est une image. J'ai pris Fou. Et Kounou était dans la même situation. Même ici au centre administratif, il n'y a pas le même problème. Les magistrats, vous savez combien de magistrats, combien de salles d'audience, mon frère? Avant 2000, il y a un article que j'ai fait en 99 où j'accusais les magistrats d'être les plus corrompus, je suis d'accord avec eux. Mais quand j'ai eu le temps de faire une étude en 2004 sur l'administration et la corruption, j'ai compris qu'en fait, il y avait un problème endémique, il y avait un problème à l'intérieur qui faisait que même les magistrats étaient dans des situations où ils étaient obligés de se retrouver à accepter la corruption. Parce qu'on ne les met pas dans les conditions de bon travail.
On n'aimait pas la corruption de bien travailler. Vous comprenez? Et je suis fait la corruption. Je veux dire, le système, si on veut combattre la corruption, mais l'ordre gouvernant, qui est aujourd'hui, qui est sous le leadership de M. Biya, doit montrer des signes. Et entre autres signes, il faut mettre les magistrats à l'aise. Il faut créer des infrastructures qui permettent aux magistrats de fonctionner normalement et donner la possibilité aux différents parquets de se saisir des différentes affaires. Et troisièmement, réorganiser la loi pénale camerounaise pour que, par exemple, le lotus 110, c'est-à-dire la possibilité que quelqu'un d'autre puisse porter plainte, une personne porte plainte à la place de l'autre puisse être acceptée, par exemple. Tout ça, c'est un ensemble qui fait que la magistrature... Des mesures pour que la lutte soit efficace, c'est ça? Pour que la lutte soit réelle même. Dans les perspectives, qu'est-ce qu'il faut pour que la lutte contre la corruption au Cameroun soit efficace et qu'il y ait une réelle sensibilisation que le Camerounais n'arrive plus à corrompre, qu'il ne soit plus corrompu? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Ernest Obama, je vais vous décevoir. Vous demandez à quelqu'un comment vous allez faire, par exemple, pour le régime en place. Si j'étais le régime, vous me direz comment est-ce que vous pouvez enlever mon cœur pour que je fonctionne, je ne peux pas fonctionner. C'est-à-dire que ça fait... pas de solution? Non, c'est-à-dire qu'il faut que le système change pour que ça... Puisque c'est consubstantiel au fonctionnement du système. C'est consubstantiel, c'est-à-dire que ça participe du fonctionnement. Imaginons le changement du système. Oui. Que feriez-vous si c'est vous qui étiez en place? Non, c'est très simple, c'est pas compliqué. Parce que le postulat d'immoralité congénitale d'une société camerounaise n'est pas... Ça ne tient pas la route. Mathias a bien convoqué tout à l'heure, par exemple, l'avant Biya-Paul et les initiatives prises par Idjo et les éléments qu'il y avait. Je suis d'accord avec lui. Mais sauf que quand vous analysez le parallèle entre les fonctionnaires de M. Idjo et les fonctionnaires de M. Biya-Paul, vous comprenez que c'est le jour et la nuit. Un de mes convillageois, mais un de mes oncles qui était gouverneur de la région du centre, quand nous naissions, on connaissait que c'était lui. C'est une partie du Cameroun qu'on lui avait donnée, M. Wafo Gabriel. Regardez la maison qu'il avait là. Tous là, vous l'avez regardé, tous ces gens qui géraient avec M. Idjo. Donc il y avait un rapport à l'argent public, un rapport à la chose publique différent du rapport qu'on a aujourd'hui à la chose publique. Donc, on a installé un système qui permet que les gens enlèvent dans les caisses publiques pour entretenir les réseaux qui vont permettre de dire à M. Biya que, bon, voilà, il est le plus machin. Bon, c'est ça qui est le problème. Donc, du coup, je n'ai pas proposé une solution aujourd'hui au régime de M. Biya-Paul. Je lui dis simplement que son régime ne peut pas combattre cela. Il faut qu'il nous donne la place pour qu'on déploie notre système. Pour ça, on a quelle perspective vous luttez efficacement? Vous voyez bien la logique biaisée qui est celle de M. Kamga. Oui, c'est pas biaisé. Ce n'est pas dans cette optique qu'on peut lutter contre la corruption. On fait comment alors? C'est une affaire de principe. Ce n'est pas dans des calculs partisans, non, des pas des calculs factionnels et autres. Non. Vous avez parlé du changement de dimension. Ce changement de dimension, il résulte de quelque chose qui est très simple. Il y a toujours eu des affaires de corruption. Mais ce qui se passe entre la fin des années 70 et le début des années 90, c'est l'arrivée de l'économie néolibérale. C'est une économie porteuse de corruption et de kleptocratie. Je ne dis pas seulement au Cameroun, dans le monde entier. C'est une économie qui porte le vol à mêle et qui porte la corruption. Cette ouverture-là a changé dans les formats, dont les gars, ils ont commencé à opérer de manière plus puissante. Bon, ça c'est une chose. Les perspectives sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, il serait de bon ton d'avoir des dispositions qui créent plus de sérénité. L'article 66, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Mais il convient également d'avoir une loi sur l'enrichissement illicite. Non, c'est d'accord. Et la loi sur l'enrichissement illicite, je suis désolé, ne va pas concerner que les fonctionnaires. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas faire... Qu'est-ce que tu as comme problème avec les Non, non-fonctionnaires? ce n'est pas, je n'ai rien contre les autres. Mais je dis que c'est un biais parce que la corruption, c'est un problème collectif. Ce n'est même pas un problème seulement public ou plus, c'est un problème collectif. Il faut d'abord le poser comme un problème de l'ensemble de la société pour pouvoir en parler. Maintenant, la culture doit évoluer parce que certaines formes de corruption sont liées à la culture. C'est quelque chose qu'évoquait. Ça ne veut pas dire que la culture dite moderne ne soit pas porteuse de corruption. Loin de là, la modernité néolibérale est très corrompue. Tout à l'heure, on parlait du lobbying que M. Kamga accepte parce que ce sont les États-Unis. Là-bas, ce n'est pas la corruption.
il est important que nous comprenions précisément que c'est un problème collectif qu'on va réguler. On n'arrivera jamais à une situation où il n'y aura plus de corruption. Mais il convient qu'il y ait des institutions collectives, pas seulement les institutions publiques. Voilà où la société civile est importante, mais encore faut-il que la société civile elle-même soit exemplaire. Vous avez un problème par rapport à ça? Non, vous avez quelques indications? C'est trop facile, monsieur Kamga. C'est-à-dire, la logique de la probité et de l'intégrité ne peut pas concerner certaines parties de la société et d'autres. C'est un problème général. Pour l'instant. Donc, il doit être traité dans tous les espaces. Moi, je suis largement d'accord avec ce que vous dites quand vous parlez de leadership. Mais le leadership, si vous laissez simplement le leadership aux décideurs politiques, quel que soit le niveau, il y aura des problèmes. Il faut un leadership moral, par exemple dans la société civile, pour porter justement la transformation. Mais ce leadership-là ne sera pertinent que si lui-même est exemplaire. Parce qu'il ne peut pas demander aux autres d'être exemplaires pendant qu'il n'est pas exemplaire. On voit dans la société civile des gens qui ont des enrichissements qui interrogent. Mais attendez, je peux répondre. Hein. Ok, d'accord. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Non, parce que là, il y a quand même l'emphase sur la société civile depuis. Pourquoi c'est Vous semblez oui, non, il faut stigmatisé, inquiété? Non, pas du tout. Non. C'est un secteur dans lequel j'ai opéré pendant près de 25 ans et j'y suis toujours avec les acteurs qui sont d'une crédibilité réelle. Pour l'instant, j'entends que mon ami Onanguini s'appuie quand même sur des faits. Et pour l'instant, les leaders connus de la société civile... Des faits, il y en a, oui, mais je ne suis pas procureur. Ouais, bon, mais de la même manière que vous voyez les faits avec les douaniers, moi j'en vois avec la société civile aussi, autant qu'avec les douaniers. Pour l'instant, les leaders connus de la société civile prêchent par leur probité pour la plupart, ils sont devant les tribunaux contre l'État du Cameroun. Ça, c'est de la communication. Alors, donc maintenant, si des gens ont des problèmes particuliers avec la société civile camerounaise ou des acteurs, ils doivent saisir des procureurs. On ne peut pas venir insinuer un déficit de probité des acteurs de la société civile aujourd'hui au Cameroun. Pour l'instant, nous avons des procès contre les acteurs politiques, contre les acteurs publics et contre des éléments de leur gouvernance. Donc, la stigmatisation sur cette focalisation, cette insinuation sur la société civile me semble être de mauvaise alloi. Parce que pour l'instant, il n'y a pas, et les collègues de la société civile qui sont là, ils travaillent dur pour avoir ce qu'ils ont. Et il n'y a pas de mal à ce et dans les fonctionnaires, personne ne travaille dur. Et il n'y a pas de mal à ce que des gens qui ont monté leurs affaires, parce qu'ils ont aussi un titre de la société civile, qu'on ne puisse voir que le titre de la société civile. Je vous rappelle, par exemple, je prends un exemple aujourd'hui. Vous avez un leader de la société civile comme le docteur Kamouni Abafoussam, qui a construit l'un des meilleurs bâtiments de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a que la BR, par exemple, pour sa structure. Donc vous ne pouvez pas aller prétendre que c'est des corruptions, machin. Non. Il y a quand même une société civile camerounaise sérieuse, solide et qui prêche par sa probité, en attendant que les procureurs s'en occupent. Il faut que ce soit clair. Je suis désolé, monsieur Kamga. Oui. La société civile camerounaise n'est pas du tout irréprochable. Peut-être, oui, non. Vous le savez. Non, je n'ai pas dit que c'est... Il peut y avoir, comme dans tous les secteurs... Vous parlez de stigmatisation. Comme dans tous les secteurs des brebis galeuses. On ne peut pas prendre les exceptions pour en faire la règle. Donc vous ne pouvez pas ici prendre l'exception pour en faire la règle. Parce que ceux qui nous écoutent peuvent être tentés de croire qu'on a une généralisation d'une société civile qui serait qui aurait beaucoup de choses à se reprocher. Et donc vous parlez des exceptions. En attendant que vous essayez de mettre sur la table vos exceptions. Ça, c'est votre jugement. Mais attends, laissez donc la stigmatisation. Parlons de corruption. Quand on parle de corruption, Mathias et Onanguini, on parle de corruption. Il y a des gens qui ont le pouvoir, à qui on a donné un pouvoir pour organiser et réguler la société. C'est à eux de dire. C'est cela la corruption. C'est à eux de dire si un douanier a pris de l'argent à la corruption, on l'arrête, on le met en prison. Si un homme d'affaires est venu corrompre un douanier, on l'arrête, on le met en prison. Nous sommes d'accord. C'est cette règle qu'on doit mettre en place. Et donc, si l'État, l'ordre gouvernant, ne peut pas le faire, ça veut dire qu'à la réalité, c'est systémique et c'est l'État, l'ordre gouvernant, qui est à l'origine parce que ça permet au gouvernement en place de rester. D'accord. Vous voyez la mauvaise foi de M. Kamga. Ah, mais attends. Quand on arrête... Ça, c'est le jugement de valeur. Quand on arrête... Oui, mais je l'assume. Quand on arrête, c'est de la politique. Mais c'est lui qui demande qu'on arrête. Mais quand on arrête, c'est de la politique. Non, mais attends, quand il dit que les fonctionnaires sont corrompus, là, c'est bien.
Mais quand on pointe du doigt la société civile et le secteur privé, ça devient de la on ne pointe stigmatisation. pas comme ça. On pourrait dire la même chose de ce que vous avez dit pendant toute cette émission. Oui. Je réitère, Oui. pour finir, que la lutte contre la corruption est un problème collectif. Oui, Tono. Et la société civile on est d'accord. ne peut pas s'en extraire. On est Justement, d'accord pour que c'est collectif, renforcer la mais on lutte ne peut- contre la corruption, il faut arriver à une société civile qui elle-même n'ait pas les réflexes de ce qu'elle reproche aux autres. Si le D'accord, gouvernement est incompétent pour le faire, Docteur on ne peut Hideg pas- Kamga, il nous Oui. reste 3 minutes à passer ensemble. Je crois que chacun a eu le point de vue de l'autre. On va permettre à chacun de dire, de conclure, de faire une sorte de conclusion de son propos, de ce qu'on pourrait retenir en gros de sa participation à cette émission. Vous d'abord. Je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est tout simplement affirmer qu'on peut lutter effectivement contre la corruption. Au Cameroun. Oui, bien entendu. Mais comme c'est consubstantiel au fonctionnement de ce système, le système ne peut pas lutter contre cela. Donc il faut que dans le prochain régime s'organise autrement. Moi, par exemple, ceux qui sont avec... Le régime actuel ne peut pas assurer la lutte contre la corruption selon vous? Non, il ne peut pas. Puisque c'est consubstantiel à son fonctionnement et à sa pérennisation. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'y a pas de possibilité. Vous ne pouvez pas enlever votre cœur et dire que vous vivez encore. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Donc, sur ce plan, Allez-y. nous avons nos propositions de manière concrète. Nous pensons que même M. Biya, qui est là, peut aider ce pays à sortir de la corruption. S'il applique ce que nous avons mis sur la table, en lançant le contrat de tolérance, par exemple. Le contrat de tolérance, c'est simple. Qu'est-ce que dit le contrat de tolérance? Le Forange a proposé un contrat de tolérance. Pour dire que quoi? Pour dire que on donne comme une fiche d'impôt à tous ceux qui ont touché l'argent de l'État. C'est ce que nous prévoyons quand nous arrivons au pouvoir. Chacun qui a touché l'argent de l'État, il a 60 jours pour remplir cette déclaration. J'ai été directeur de ceci ou chef de service de marché de tel endroit. J'ai vu disparaître 100 millions. C'est un exemple que je prends. Et je jure sur l'honneur que j'ai 10 millions dans les comptes de cet argent qui reste. Et j'ai fait ce bâtiment de 10 millions de francs. Alors, tout ce qu'on va te demander si tu jures sur l'honneur, c'est de dire que, bon, OK, on ne te demande pas les 100 millions que tu as laissé disparaître. Les 10 millions qui te restent dans le compte, on te fait un virement dans la caisse de l'État. Le bâtiment que tu as construit, si ça rapporte 500 000 par mois, on dit pendant les 3 ans de transition, la moitié de cet argent est versé dans les caisses de l'État. 3 ans de transition? Oui, bien sûr. Laquelle? Celle que nous allons gérer. Elle commence quand? Bien que M. Biya peut aussi le mettre en place. Hein. D'accord. Il a ça de transition, il met un gouvernement de transition. Nous sommes d'accord, parce qu'il faut qu'il organise sa sortie. Mais il peut appliquer cela. Ça permet que les gens, puisqu'il y aura une commission vérité et conciliation, toi qui as volé, qui as laissé voler, tu vas d'abord demander au peuple pardon devant la commission vérité et conciliation. Sur les 100 millions, il n'y a que 10 millions dans la caisse, on récupère, l'État récupère. Les 90 millions, on ne te demande pas. Mais s'il y a un immeuble, pendant 3 ans, tu gères, parce que le gars que tu as envoyé au Canada fréquenter, il n'a pas demandé à être chez toi. Lui aussi va faire la plonge comme j'en ai fait pendant un certain temps aussi. Mais ce plan, il faut donner un temps parce que la propension marginale a baissé. Donc, il y a un modèle global de lutte contre la corruption qui existe, que M. Biya lui-même peut appliquer. Pendant la transition, s'il accepte de faire cette transition positive. Professeur Oulangili. Je suis d'accord pour un modèle global de lutte contre la corruption, à condition qu'il soit appliqué pour tout le monde. Tout à fait. Même à la société civile. Parce que la société civile n'est pas en dehors du champ sociétal. Et nous avons tous les yeux pour voir. Sur ce point, je réitère, la lutte contre la corruption, c'est une tâche collective. Et c'est une tâche collective qui peut même être acquise en dehors de toute transition biaisée. Ce qui est essentiel, c'est la logique institutionnelle et morale qu'on porte. Et si cette logique est sérieuse, elle ne fait pas de calcul partisan et factionnel. Je vais pointer la corruption publique parce que pour l'instant, je ne contrôle pas les commandes du pouvoir politique et donc ça va frapper ceux qui sont mes adversaires et mes ennemis. Mais ce n'est pas ça qui enlève la corruption. Non, pas du tout. On n'est pas d'accord. Un régime peut partir et un système reste. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas parce que ce régime va partir que automatiquement une culture de corruption disparaîtrait. Si les dispositions ne sont pas adoptées, la corruption n'est pas liée. Ça, c'est une erreur fondamentale. Elle n'est pas liée à un régime. Elle est liée à ce régime. Elle est liée à une structure systémique qui est portée par un régime. Dans laquelle le régime prend place. Oui, dans laquelle qu'il est sa part. Dr. Kamga, vous avez compris, dans une non? certaine mesure, oui, mais il y a des responsabilités sociales. Et on ne se libère pas de l'esprit de corruption
tant qu'on veut faire porter le fardeau par d'autres. C'est une tâche collective. Voilà, on va remercier le docteur Hilaire Kamga qui était avec nous. fait, Je pense qu'on a c'était un passé plaisir, une bonne soirée, professeur Onangini. Merci d'avoir été avec nous. Il était question de discuter, de revenir sur la lutte contre la corruption au Cameroun, voir les mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement camerounais, questionner surtout les structures qui ont été mises en place et voir l'efficacité. Est-ce qu'on a eu un réel impact de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais, par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'était la deuxième sortie de décryptage, formule, débat entre deux personnalités après le face-à-face entre Dieudonné Somba et le professeur Ngouatabi. On espère le mois prochain avoir encore deux personnalités qui accepteraient de venir débattre sur une question sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4. On va dire merci à toutes nos équipes de production, Willy Tchonko, Sebri Akono, Franck Ebodé, Norbert Ebodé, notre ami Elundu, Stéphane Akono, Kelly et Yann, notre Tiga qui s'est occupé du maquillage ce soir. J'espère n'avoir oublié personne. On fait un clin d'œil aux étudiants de Yaoundé 2 qui accompagnent le professeur Mathias Eric Onangini, mais il y a également celui qui accompagnait le docteur Hilaire Kamga. Je présume qu'il prépare également la transition, celui qui vous accompagne ce soir. On dit merci au président directeur général du groupe Aneyo Jean-Pierre Mougobelinga qui a supervisé ce programme. On se retrouve dimanche prochain à partir de 11h dans le cadre de l'émission Club d'élite. Ne manquez pas la rediffusion de ce programme qui est prévu mardi prochain lorsqu'il sera 14h. Bonne suite des programmes en compagnie, bonne suite des programmes en compagnie de Vision 4, bien évidemment. On se retrouve dimanche prochain à la même heure. Bien le bonsoir.